Bonjour Monsieur le Ministre, Valérie Bonny, BBC. J'ai vu que vous avez évoqué le terrorisme dans les flyers qui passaient, dans les slides. Est-ce que la Côte d'Ivoire est à risque? Est-ce qu'il y a un risque de terrorisme en Côte d'Ivoire? Non, on enregistre d'abord les intervenants, 3 intervenants, et après vous pouvez répondre. Bonjour Monsieur le Ministre, César Yekmel pour l'inforum.com. Pour continuer dans la même ligne que ma consoeur, Boko Haram a décidé de s'attaquer à tous les pays qui voudront le combattre. La Côte d'Ivoire veut soutenir tous les pays africains dans la lutte contre Boko Haram. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce que quelque chose est prévu par la Côte d'Ivoire pour faire face aux menaces de Boko Haram? Monsieur le ministre, tout à l'heure vous avez dit 100% des combattants qui ont été démobilisés. À quelques mois de l'élection présidentielle, qu'est-ce qui est fait pour le reste de ces combattants qui n'a pas été recensé, qui a encore des armes? Merci. Bonjour Monsieur le Ministre, je suis Michel Yogoué du bimensuel Le Côte d'Ivoirien. Monsieur le Ministre, vous parlez tout à l'heure de la RSS. J'aimerais savoir, concernant les réformes, à quel pourcentage d'exécution nous sommes et quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la mise en œuvre de ces réformes. Ma seconde question, Monsieur le Ministre, c'est qu'on vous voit très peu quand il y a des crises dans votre département. Et très souvent, pour l'opinion publique, la vedette vous est volée par votre collègue, j'ai envie de dire, du ministère de l'Intérieur. Alors, à quoi est dû, j'ai envie de dire, ce racisme, Monsieur le Ministre? Merci. Merci. Oui, déjà enregistré les prochaines interventions. Nous avons déjà nos 3 intervenants. Nous allons permettre à Monsieur le Ministre de pouvoir y répondre. Ouais, merci beaucoup. Non, nous savions que la question liée au terrorisme allait être posée. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Je voulais dire que dans mon exposé, j'ai fait allusion au conflit asymétrique. C'est de ça qu'il s'agit en réalité. C'est que vous avez aujourd'hui dans le monde beaucoup de conflits qui se font entre États et forces armées, groupes armés, et qui, à la base, sont des groupes terroristes. Si on prend l'exemple du Mali, tout près de nous, et nous avons des troupes ivoiriennes au Mali. Donc, pourquoi est-ce que nous sommes au Mali, d'après vous? C'est pour défendre la Côte d'Ivoire. Donc, nul n'est épargné. Il ne faut pas se faire d'illusions. Nous sommes voisins au Mali, donc il faut imaginer. Et en plus, la Côte d'Ivoire avait la responsabilité, parce que la Côte d'Ivoire, le président de la République, le président de l'exercice, devait en donner l'exemple. Donc, ce n'est pas un phénomène, j'allais dire, de Boko Haram. Uniquement, ce phénomène existe. Et il faut vraiment le noter. Ensuite, il faut aussi noter que sur le phénomène de Boko Haram, dans les jours prochains, il y a une conférence interrégionale entre la CEDEAO et la CEAC, c'est-à-dire l'équivalent de la CEDEAO pour l'Afrique centrale, qui doit se tenir à Malabo pour aborder ces questions, à savoir qu'un seul pays ne peut pas traiter et avoir raison sur le terrorisme. C'est un travail d'ensemble, un travail entre les États, et c'est pourquoi la Côte d'Ivoire y participera. Nous avons l'obligation pour nous-mêmes, mais aussi pour la solidarité sous-régionale et régionale, voire internationale. À l'Union africaine, où des mesures ont été annoncées, pour qu'il y ait une force internationale sur ce phénomène. Maintenant, qu'est-ce que nous faisons de façon pratique? Ça, ce serait, j'allais dire, donner des informations à l'ennemi. Donc, je ne peux pas vous dire ce que nous faisons pour nous prémunir du terrorisme. Mais sachez que nous ne dormons pas. C'est ce que je peux dire à ce niveau-là. Maintenant, la troisième question, je n'ai pas bien compris. Je pense que nous, dans le gouvernement, on ne cherche pas à être des vedettes. Sincèrement, dans ma carrière, je n'ai jamais cherché à être une vedette. Il faut être concret sur le terrain. Et c'est ça qui est le plus important. Donc, et sachez encore que nous travaillons en synergie avec, je pense que vous faites allusion, peut-être que c'est ça, au 18 novembre, c'est ça?
Vous avez dit quand il y a plusieurs événements, c'est le seul événement, n'est-ce pas? Vous parlez d'un seul événement. Sinon, vous voyez sur la route, à tout moment, chaque fois qu'il y a un événement, une attaque d'un commissariat, d'une brigade, vous voyez sur le terrain, vous voyez en train de traquer les coupeurs de route et aussi, vous m'avez vu à Diakano, sur les orpailleurs, vous m'avez vu sur la question des enlèvements d'enfants, vous m'avez vu encore sur le racket. Donc, vous ne pouvez pas dire que vous ne me voyez pas sur le terrain, ça, je suis vraiment désolé. S'il y a un ministre que vous envoie sur le terrain, c'est bien moi. Hein? Quand c'est chaud, mais vous pensez que les autres, quand on tire sur les brigades et les militaires, vous êtes sur vos lits. N'est-ce pas? D'accord. Bon, ça c'est pour un peu faire rire tout le monde. Mais pour vous dire ce qui s'est passé le 18 novembre, j'allais dire, c'est ce qu'on appelle la répartition des rôles. Le ministre Ahmed Bakayoko est ministre d'État. Donc, dans la hiérarchie gouvernementale, il a préséance sur moi. C'est la seule raison. Sinon, pour le reste, faisons travailler ensemble. Nous sommes de vrais amis. Il y avait une question sur le pourcentage d'exécution. Ah oui, excusez-moi. Voilà. Sur la réforme. Bon, voilà, je vous ai dit tantôt qu'en ce qui concerne la défense, nous avons élaboré tous nos textes. Je vous ai dit tantôt, nous avons élaboré 40 textes pour la réforme de la défense. Nous en avons lancé 43 projets de loi. Un projet de loi portant organisation de la défense et des forces armées qui a été présenté à l'Assemblée nationale. Nous avons 2 autres projets de loi. Un projet de loi sur, en fait, ce qu'on appelle la loi de programmation militaire. Et puis un projet de loi qui va réviser le code de fonction militaire. Parce que nous avons de nouvelles données sur le comportement des militaires, ce qui n'existait pas avant. Et puis nous avons le genre aujourd'hui, qui est un élément nouveau important. Donc tout cela va venir modifier légèrement le code de fonction militaire. Et donc sur 3 textes, les 3 sont prêts. Les 3 sont prêts. C'est une question de programmation de passage donc, à l'Assemblée. Sur les autres textes, nous avons des textes qui portent sur l'organisation du commandement. Ce texte est prêt. La gestion des casernes, c'est-à-dire comment les militaires se comportent en caserne, avec ce qu'on appelle souvent, j'allais dire, le comportement des militaires dans les cérémonies, ce qu'on appelle le protocole militaire. Tous ces textes sont prêts. Nous avons des textes sur la carrière des militaires, notamment la professionnalisation des militaires, où ils doivent prochainement faire en sorte qu'on revienne un peu à des situations où les militaires du rang n'attendent pas jusqu'à 55 ans pour aller à la retraite. Donc, il viendra, on va professionnaliser l'armée. Nous avons aussi des textes, pour ne pas dire déjà, nous avons entamé la réforme, la formation des armées. Par exemple, à l'EMPT, il est prévu, on est, n'est-ce pas, les classes préparatoires, que l'EMPT, il y a une division, un chapitre enseignement supérieur, à savoir une école polytechnique où on sort ingénieur parce que, je vous ai dit tantôt, les militaires, ce n'est pas seulement le fantassin. On a des ingénieurs, des informaticiens, du génie militaire, on a des transmetteurs, on a tout cela. Donc, cette école-là, plus les femmes vont constituer ce qu'on appelle la boucle totale du métier des armes. Donc, tout cela, tout est prêt. Le travail est déjà prêt et tout est passé à l'école des forces aériennes. Nous avons aujourd'hui l'école des forces aériennes qui a commencé à former des pilotes d'hélicoptères et des mécaniciens d'hélicoptères. Donc, je pense que nous devons être peut-être à 60% du travail qu'il y a à faire. Merci beaucoup. Monsieur le ministre. Oui, je suis Armand Depela. Oui, vous pouvez y aller. Deuxième micro éteint, voilà. Je suis Armand Depela du journal Soir Info. Monsieur le ministre, j'ai 3 questions. La première est... 2 questions. Bon, 2 questions. Vous en choisissez les meilleurs que vous préférez. Ok, d'accord. Monsieur le ministre, quel est l'effectif de l'armée ivoirienne aujourd'hui? J'allais dire des armées ivoiriennes, puisque tout à l'heure, vous avez parlé de l'armée au pluriel. Deuxième question, monsieur le ministre, est-ce que 4 ans après, il y a toujours des militaires en exil? Si oui, combien sont-ils? Merci. Dieudonné Ounion.
voulu poser deux questions. La première a été déjà posée par Mandé Pella. Alors, je vais passer à la seconde. Monsieur le ministre, les Ivoiriens constatent de plus en plus qu'il y a de nombreux véhicules au vide teinté et qui ont des plaques d'immatriculation de l'armée qui circulent partout dans les rues. Alors que la question de la sécurité devient de plus en plus importante, surtout au niveau de l'opinion nationale. Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est fait pour que les Ivoiriens se sentent en sécurité et qu'on ne voit plus ce genre de véhicules circuler un peu partout? Merci. Bonjour, Joris Fioruti de l'AFP. Monsieur le ministre, bonjour. Je crois qu'il y a dans l'armée ivoirienne 23 500 hommes, parmi lesquels 14 000 officiers ou sous-officiers, ce qui fait 2 officiers ou sous-officiers pour un soldat, quand le ratio normalement est de 1 officier ou sous-officier pour 4, 7 ou 10 soldats. Les concessions accordées en novembre par le président Alassane Ouattara à des hommes du rang pour faire cesser la mutinerie ont abouti à des intégrations, à des avancements pour 8 000 caporaux, comme vous le savez. Ce qui veut dire qu'à terme, cela va devenir financièrement et au niveau du commandement ingérable. Vous parliez de réformes à ce niveau. Quelles sont-elles? Comment est-il possible de rétrograder des hommes, à moins d'en intégrer beaucoup d'autres? Et une deuxième chose, un deuxième point, court point, dans les objectifs de l'armée, vous listiez, il faut éviter les mutineries. Est-ce que c'est pas consubstantiel d'une armée? La mutinerie, c'est normalement un cas de figure qu'on ne considère même pas dans un objectif militaire. Donc, à quelques mois de la présidentielle, comment est-ce que vous estimez la cohésion de l'armée ivoirienne? Merci.